Ce soir, la Ligue des Nations de volley a débuté. On vous offre un super cadeau, le maillot de l'équipe de France de volley, signé par l'intégralité de l'équipe. Et petit bonus, la réédition du fameux journal du 3 juillet 2000, monumental, après le triomphe à l'Euro face à l'Italie, justement. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez. Il y aura un vainqueur en deuxième partie. Merci beaucoup. Et demain, donc, exceptionnel, le tirage à nouveau de cette une incroyable au lendemain de notre victoire lors de l'Euro 2000. On va tous l'acheter. On va tout de suite débuter avec l'équipe de France. C'est du classique, vous le savez. L'Euro commence également pour l'équipe de France. C'est la préparation. Aujourd'hui, Kingsley Coman, c'est le joueur du Bayern Munich pour l'instant, qui est en conférence de presse. Et lui, il a évoqué les forces offensives de l'équipe de France. On l'écoute. Oui, je pense qu'on a la meilleure attaque d'Europe ou la meilleure attaque du monde. Si on regarde sur les papiers, on a vraiment de super joueurs et ça sera un plaisir de jouer avec tous les joueurs présents sur la liste. Il est très clair, Kingsley Coman. King, ça sera mieux. Il dit que l'équipe de France est la meilleure équipe du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec le joueur du Bayern Munich? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel. Il y a un homme qui est très enjoué, qui chante, c'est un oui pour Dominique, c'est vrai. Oui. Et puis il y a un homme qui est plus mesuré, c'est un non pour Éric Blanc, qui débute. Je vais laisser le chanteur. Vous laissez le chanteur débuter. Dominique, vous êtes enjoué, oui, l'équipe de France, c'est la meilleure. Oui, en fait, Karine, je vois pas vraiment de faille dans cette équipe. Je trouve qu'elle est forte partout. Deschamps dit que ça joue dans les deux surfaces. Si on prend le gardien, Hugo Lloris, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Si on prend les attaquants, Benzema, Mbappé, Griezmann, pour ceux qu'on pense qu'ils vont être titulaires, c'est très très fort. Bon, moi j'aime bien aussi regarder ce qui se passe au cœur du jeu. Je crois que Pogba, Rabiot, N'Golo Kanté, voilà, chaque année, on regarde des finales de Ligue Europa ou de Ligue des Champions, il y a toujours des joueurs français dedans. Cette semaine, il y en a encore 3 à Chelsea, un à Manchester United. Franchement, après les matchs, il faut les jouer, mais sur le papier, ça ressemble à ce qui se fait de mieux quand même. Top. Éric, c'est à vous. Il faut avoir des certitudes et de la confiance, mais quand il y a une compétition internationale, tu remets les compteurs à zéro. Il y a des grandes équipes comme l'Allemagne, on la jouera chez elle. Le Portugal, on est dans une poule très difficile. J'oublie pas l'Angleterre, demi-finaliste de la Coupe du Monde avec une équipe très forte, avec autant de talent devant. Il y a la Belgique dominée par De Bruyne qui est très forte. Donc pour moi, on fait partie des favoris, mais surtout pas, on est la meilleure équipe. Et sur ce que j'ai vu collectivement, il y a quand même des failles, il y a des trous d'air. De temps en temps, on s'embête. Il y a le retour de Benzema, mais c'est... Très ponctuel, c'est parfait. Je me tourne vers un ancien attaquant de l'équipe de France. C'est vous, président Djibril. Est-ce que vous êtes d'accord avec Kingsley Coman, donc d'accord avec Dominique, ou plutôt de l'avis d'Éric? Après, dans l'extrait, il parle de l'attaque, non? Ouais. Non, il dit l'attaque et après il dit c'est la meilleure équipe. Il se reprend. Ok. Oui, c'est une équipe avec un fort potentiel, avec des joueurs forts partout, mais de là à dire... moi, je suis plus de l'école du terrain plutôt que de dire sur le papier, on est les plus forts. C'est pas le papier qui te fait gagner. On se souvient de 2002. Donc, ouais, j'y étais en plus. Donc, j'ai envie de dire oui, sur le papier, je suis d'accord avec lui, mais on verra à la fin de l'Euro si vraiment il avait raison. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment partagé. On est sur un match nul, là ? Je suis sur un match nul, mais pour moi, ça se joue et c'est pas le papier qui fait. C'est pas les noms et le papier qui font l'équipe pour moi. Un match nul pour le président, vous votez évidemment et dans quelques secondes il y aura le résultat. On va retourner à Clairefontaine, on va retrouver Sébastien Tarago, c'est notre envoyé spécial aujourd'hui au château de Clairefontaine. Il est très beau, écoutez, il est en pleine forme, il est sous le soleil. Sébastien, vous étiez présent lors de la conférence de presse de Kingsley Coman. Est-ce que vous partagez son avis? Est-ce que pour vous l'équipe de France est tout simplement la meilleure équipe du monde? Mais on sait bien que cela n'a pas trop de sens d'établir ces choses-là avant une compétition et que c'est la compétition qui va justement établir les choses. Cela étant dit, puisque c'est un petit jeu avant la compétition, on peut comprendre que Kingsley Coman considère que c'est la meilleure équipe du monde. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe à côté. Est-ce que l'Allemagne est meilleure que la France? Je ne crois pas. L'Allemagne souffre. On verra ce qu'il se passera pendant l'Euro, mais l'Allemagne est en grande difficulté depuis plusieurs mois. Est-ce que l'Angleterre, est-ce que l'Espagne, est-ce que l'Italie, est-ce que la Belgique sont meilleures que la France? Je ne suis pas sûr non plus. Est-ce que l'Argentine et est-ce que le Brésil sont plus impressionnants que la France?
Je ne vois pas cela en tout cas. Donc la France a effectivement des qualités exceptionnelles. J'y vois des failles. Moi, je vois des failles sur l'axe gauche potentiellement avec Presnel, Kimpembe. Je m'interroge évidemment sur l'état de forme de Paul Pogba, mais c'était déjà un petit peu le cas avant la Coupe du Monde 2018 et on sait à quel point Paul Pogba a été exceptionnel durant cette compétition. Mais voilà, il y a des failles, je suis d'accord avec Eric, mais je comprends tout à fait que Kingsley Coman, parce que c'est Coman, effectivement, j'ai dit Coman, mais c'est Coman, puisse considérer cela. Qui est meilleur aujourd'hui ? Merci beaucoup Sébastien, vous restez évidemment avec nous. Gilles, ça fait du bien aussi quand même qu'on affirme nos ambitions, qu'on affirme qu'on est fort, parce que nous on est souvent dans le costume du petit poussé, mais la France... On est champion du monde, mais on joue mal. C'est votre avis, effectivement. Oui, mais on est champion du monde. Voilà, et puis on est finaliste du dernier Euro. On est bien d'accord. On est bien champion du monde. On est bien champion du monde, on joue mal, on va pas en faire 2 heures, donc voilà. Les élucubrations de certains. On est d'accord qu'on est quand même au top, finaliste du dernier championnat d'Europe. Et comment il s'est peut-être un peu avancé dans une conférence de presse. C'est toujours un peu gênant de dire on est la meilleure équipe du monde. Mais effectivement, moi, comparativement à Sébastien, je dirais qu'on n'a pas de faille. Mais il y a des équipes compétitives aussi qui vont être contre nous. Donc on ne peut pas dire on est la meilleure. Les Portugais sont solides. On va voir justement un petit peu les 11 de départ des autres équipes. Voilà, c'est de le dire, c'est toujours un peu gênant. Ça reste du foot. Hein. Est-ce que c'est une faute de com finalement ? Non, on aura oublié. La compète pour la France, elle commence le 14 juin. On aura oublié le 15 juin. Donc d'ici là, on aura complètement oublié... Non, parce qu'il y aura eu 2 matchs amicaux qui vont révéler justement des fragilités. Sébastien a parlé de Presnel Kimpembe. Moi, je peux trouver par exemple que Benjamin Pavard, arrière droit, c'est pas le point fort de l'équipe de France, mais ça, c'est un goût personnel. On ne trouvera jamais la perfection. Et en plus, Benzema et Mbappé, par exemple, n'ont jamais joué ensemble. Donc, on va découvrir ça. Par rapport aux équipes, par rapport à nos concurrents, on va voir notamment l'équipe du Portugal. On l'a rencontrée il n'y a pas longtemps, on avait gagné finalement 1-0. Mais cette équipe du Portugal, effectivement, elle fait peur, elle est bonne, elle est forte sur toutes les lignes aussi, Bob. Après, sur ce que vous dites et sur ce qu'a dit Kingsley Coman, il y a aussi un élément important, c'est bien entendu le talent des joueurs, l'état de forme, mais la préparation qui va en découler pour être prêt pour l'Euro. Effectivement, il reste un peu moins de 3 semaines. Il y a un match très important. Dès le premier match, il ne faudra pas se louper parce que c'est l'Allemagne. Donc ça aussi, c'est important. Donner du temps à la récupération et donner aux joueurs le temps de régénérer à minima de leur saison, mais surtout aussi de se préparer parce que l'Euro va durer plusieurs semaines. Il faudra tenir la forme, être en capacité aussi de mobiliser les joueurs physiquement, mentalement. Bien entendu que les autres équipes vont se préparer en conséquence, mais encore une fois, les talents de cette équipe sont énormes. Après, la capacité de faire jouer ensemble les joueurs en fonction de leur état de forme, leur envie, de leur talent, c'est autre chose. Donc, encore une fois, les compteurs seront mis à zéro, je pense. Il faudra être très attentif à être prêt dès le premier match contre l'Allemagne. Dominique, on a choisi de vous montrer plusieurs 11 de départ. On a choisi le Portugal, c'est le tenant évidemment du titre, victorieux en 2016 et qui a une très belle équipe. La Belgique et l'Angleterre qui ont été tous deux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Selon vous, la France, elle se situe à quel niveau par rapport à ces équipes ou est-ce que selon vous, on aurait dû mettre une autre équipe ? J'ai un podium, j'ai la France, j'ai le Portugal parce qu'il est champion d'Europe en titre et j'ai la Belgique. J'ai la Belgique qui est très très forte, même si l'état d'Eden Hazard, on peut s'interroger. Il est revenu à la compétition avec le Real très tard, mais je pense que Kevin De Bruyne fait une saison fantastique, Lukaku fait une saison fantastique. Donc voilà, j'ai un peu peur. Thibaut Courtois, on parlait des gardiens. Moi, je regarde les sélections avec les gardiens. Hugo Lloris, c'est très bien. Thibaut Courtois, c'est très bien. Tillmans a été très bon cette saison en Première Ligue. Donc voilà mes trois favoris. Et la Belgique, faut pas la rencontrer parce qu'elle est tellement énervée de 2018 qu'elle n'a qu'une envie, c'est de nous taper parce qu'elle a encore en travers de la gorge la demi-finale perdue contre la France. Donc voilà, c'est du foot. Un tir sur le poteau, ça change tout. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, c'est Deschamps. C'est-à-dire que pour avoir une bonne équipe, il faut aussi avoir un bon sélectionneur. Je trouve qu'il sait faire quand même. Le gars, il va vice-champion d'Europe et champion du monde. Je pense qu'on est quand même entre de bonnes mains. Eric, est-ce que finalement on n'arrive pas un peu trop confiant aussi ? Parce qu'attention, là je parlais de 2002, c'est ce qui s'était passé aussi. Il y avait 98-2000, c'était exceptionnel. Et 2002, c'est le crash. Oui, mais il y a quand même des rentrants.
on est champion du monde, pas champion d'Europe. Les 4 derniers demi-finalistes de la Coupe du Monde, c'est 4 Européens. Tu les as cités, puisque la Croatie, on les a joués en finale. Donc c'est un championnat parfois qu'on dit plus dur que la Coupe du Monde. Quand il a dit la Coupe du Monde, il pensait sûrement à l'Euro. Mais moi, je regardais les bookmakers et on est tous dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que l'Angleterre et la France ont les cotes à 6 aujourd'hui pour gagner l'Euro. Hein. J'ai vu, la Belgique est à 7, donc juste derrière. Tu as l'Allemagne à 7 et puis vient l'Espagne. Mais le Portugal, pour revenir à cette équipe, bien sûr, on les a battus là-bas, on leur a donné la leçon, tout le monde s'est dit que c'était le match de référence de l'équipe de France, ce qui est vrai. Mais cette équipe, je trouve qu'elle a beaucoup progressé, que leur meneur de jeu, Bruno Fernandes, est exceptionnel avec United, et que les autres vont avoir de l'appétit, de l'envie. Alors moi, quand un sportif de haut niveau, faut rentrer sur un terrain ou un athlète avec de la confiance. Et ça, c'est important, c'est essentiel. Je pense qu'ils n'ont pas la grosse tête. Deschamps est là et les joueurs savent que tout est fragile, tout est rapide. Mais par rapport à la confiance, justement, on va demander à Djibril, en 2002, vous étiez extrêmement costaud avant d'arriver, parce que vous aviez gagné l'Euro, vous avez gagné la Coupe du Monde, l'équipe de France, elle avait les 3 meilleurs buteurs. Hein. C'était une équipe de France qui devait être absolument incroyable. Et puis finalement, ça s'est arrêté dès la phase de groupe. Ouais, après il y a eu des grains de sable qui sont venus se mettre. On a perdu Zizou. Enfin, on a perdu. Il n'est pas décédé, mais on l'a pas eu pendant. C'est la cuisse. On l'a pas eu pendant toute la compète. Donc, je pense que mentalement, ça nous a mis un coup. Après, c'est vrai qu'on avait les trois meilleurs buteurs de 3 championnats différents. Donc France, Italie et Angleterre, on n'a pas réussi à mettre un but. Après, quand les choses tournent mal, on a peut-être pas eu il y avait beaucoup aussi de joueurs sur la fin, qui étaient en fin de cycle d'équipe de France, donc ils n'avaient peut-être pas la motivation pour nous secouer, nous les petits jeunes, pour rétablir le truc. Mais c'est vrai que l'excès de confiance, c'est jamais bon. Et après, je ne sais pas si Dédé, comment il va voir la sortie de... en admiration. Je pense que Coman, il est fan de Benzema, il est fan de Mbappé, il est fan de Griezmann, et je pense qu'il le dit un peu en fan. Il le dit parce qu'il sait qu'il a... Il le dit en fan. Ça fera peut-être l'objet d'un autre débat, parce que Kingsley Coman, c'est pas le perdreau de l'année, il a quand même un CV long comme le bras. Et il est champion chaque année. Mais... Oui, voilà. En tout cas, vous avez des fans, vous. Hein. Parce que Dominique, c'est vrai que vous avez écrasé ce premier duel. On va revoir peut-être les statistiques. Je crois que c'est du 70-30. Ça vous convient ? Ah bah j'adore. 74-26. C'est exceptionnel. Eric, ça a été compliqué. Non, mais il m'a pas de souci. Ça prouve que les supporters français y croient et moi je crois aussi. Ils ont confiance en leur équipe. La seule équipe qui a fait Euro, Coupe du Monde Euro, c'est l'Espagne. Tout à fait. Et nous, on avait été les seuls à faire Euro. Et ceux qui ont fait le doublé, l'Allemagne 12-14, mais dans le sens inverse. Et puis il y avait aussi Eric, on va pas refaire toute l'histoire des nations. On va revenir à l'actualité de la Ligue 1 et de l'Olympique Lyonnais. Donc vous le savez, Peter Bosz devrait être le prochain entraîneur de Lyon. Galtier était la priorité de Jean-Michel Aulas, mais il a décliné. Et nous allons vous présenter le Néerlandais. C'est un nouveau visage en Ligue 1. Peter Bosz a 57 ans. Il parle français. C'était très important pour Jean-Michel Aulas. Pourquoi ? Parce qu'il a joué 3 saisons à Toulon de 88 à 91. Son parcours d'entraîneur, c'est évidemment ce qui nous intéresse. Il a débuté en 2002 aux Pays-Bas, 2016-2017, très belle saison avec l'Ajax. Il termine 2e et il atteint la finale de la Ligue Europa, défaite face à Manchester United. Et en demi-finale, vous vous en souvenez tous, l'Ajax avait sorti l'OL de Bruno Genesio. Dans la foulée, il signe à Dortmund en juin 2017. Il est licencié après 24 matchs et une place de 8e au classement. Et en décembre 2018, il est nommé à la tête du Bayer Leverkusen. Son meilleur classement, ça sera une 4e place et une finale de Coupe d'Allemagne perdue face au Bayern Munich en 2020. Il a été licencié en mars de cette année alors qu'il était 6e. Messieurs, on vous a présenté Peter Bosz, on a présenté Peter Bosz à nos téléspectateurs. La question, elle est toute simple. Peter Bosz à Lyon, serait-ce le mariage parfait ? Moi, je dis oui. Vous dites oui. Moi, je dis non. Vous dites non ? On peut faire un petit duel en régie ? On peut pas, on me dit. Écoutez, on va débuter avec Bob qui est un petit peu sceptique. Non, mais c'est sûr que si l'Olympique Lyonnais choisit un entraîneur étranger, c'est pour forcément apporter une plus-value sur la méthodologie de travail, le palmarès et surtout ce que dégage l'entraîneur en termes bien entendu de management, mais aussi capacité de faire progresser ses joueurs. Peut-être que Peter Bosz fait progresser ses joueurs, mais je ne suis pas certain qu'il a le charisme nécessaire pour permettre justement à Lyon d'aller chercher ce qui lui manque depuis 2 ans, c'est-à-dire une place en Ligue des Champions. Après... de l'histoire de l'ère moderne, il y a eu très peu d'entraîneurs étrangers à Lyon, si ce n'est Silvino avec qui ça s'est mal passé. On sait très bien que l'ancrage
franco-français à Lyon est très important parce que justement, sa structuration et l'organisation de ce club font qu'ils se basent beaucoup sur la formation, ce qui a été leur force durant quelques années, même beaucoup d'années. On a fait le tri. La dernière année où il y avait vraiment beaucoup de joueurs qui avaient été formés à Lyon, c'était l'année 2015, avec les Fekir, les Gonalon, les Lacazette et j'en passe. Et donc, voilà, je suis un peu sceptique. On voit certains joueurs que Peter Bosz a eu sous ses ordres. Il y a du Ousmane Dembélé, il y a du Aubameyang, il y a évidemment De Ligt, Ziyech, Havertz. On se souvient que lorsque l'Ajax avait fait une très bonne saison, il y en avait beaucoup qui étaient partis. Bertrand Traoré, Kevin Volland, Kasper Dolberg qui est aujourd'hui à Nice, Pulisic, Moussa Diaby, le Français, ou encore Gaël Kakuta. Pour vous, Dominique, c'est un profil qui va très bien correspondre à l'Olympique Lyonnais. Je trouve que là, depuis 2 débats, on est sur le papier, parce que tant que les mecs sont pas là, tant qu'ils n'ont pas joué, mais on l'a vu faire à l'étranger. Il correspond il coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'il fait progresser les jeunes, il fait bien jouer ses équipes. Je me suis régalé avec l'Ajax, je me suis régalé avec Leverkusen. Il parle français, il valorise les joueurs puisque donc il fait jouer les jeunes. Je trouve qu'il a cette culture à la fois néerlandaise et allemande de spectacle qui correspond énormément à Lyon. Je trouve que Lyon, c'est un peu un club allemand, propriétaire de son stade, toujours le football offensif. Voilà, il va accepter le déséquilibre dans son équipe. Je pense que vous allez être séduit par les matchs de Lyon cette saison. Si c'est lui qui signe, vous allez voir des super matchs de Lyon. Il y a un homme qu'il connaît évidemment bien, c'est Alexis Menuche, c'est notre correspondant en Allemagne. On lui a demandé justement quelles traces avait laissé Bosz en Allemagne et comment ça se passait aussi au niveau des conférences de presse. On l'écoute. On va dire, il a laissé un souvenir mitigé en Allemagne. On est un peu resté sur notre faim. Tout avait très bien commencé pour lui, que ce soit au Borussia Dortmund ou au Bayer Leverkusen, avec des résultats très satisfaisants. Et puis, son équipe s'est écroulée, que ce soit donc le Borussia ou le Bayer. Tout d'abord, à Dortmund, il n'est resté que 6 mois après une série de mauvais résultats. Il avait du mal à maîtriser un vestiaire, c'est vrai, à l'époque pétri de stars. Et au Bayer Leverkusen, il est quand même resté un peu plus de 2 ans. Mais là-bas, il avait réalisé une première partie de saison 2020-2021 assez impressionnante avec longtemps la première place au classement et puis une défaite dans le temps additionnel face au Bayern juste avant Noël. Et depuis, Leverkusen s'est écroulé avec seulement 3 victoires lors de ses 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et parmi ces 17 rencontres, il y a eu 2 piteuses éliminations pour le Leverkusen de Bosz en Coupe d'Allemagne face à l'équipe de 4e division Rot-Weiss Essen dès les 8e de finale et puis aussi en 16e de finale de la Ligue Europa face aux Suisses des Young Boys de Berne. Au niveau de sa communication, ses conférences de presse un peu dignes de Mauricio Pochettino, ses réponses sont plus courtes que les questions en général. Mais par contre, s'il n'est pas satisfait du rendement de ses joueurs, de l'attitude de ces hommes, là, il peut vraiment les attaquer par voie de presse. Voilà donc pour le résumé de Peter Bosz par Alexis Menuche. Eric, c'est vrai, comme le dit Dominique, quand on a vu le Bayer Leverkusen, que ce soit en Allemagne ou même face aux équipes françaises, on se souvient donc notamment de la gifle qu'ils avaient infligée à Nice, on était séduits. C'est une bonne chose pour la Ligue 1 qu'il arrive ? Bon, Nice, oui, mais Nice tournait pas, il y a eu ses soucis. Moi, je reviens sur l'Ajax. Il a fait qu'un an, il a emmené contre Lyon, il les a sortis. Après, l'Ajax a bien fonctionné sans lui, d'accord ? Il est allé à Dortmund, ça fonctionnait un certain temps. Mais moi, j'ai l'impression quand même que les Allemands, il a des qualités, des principes de jeu, il fait courir. Tout ça me plaît sur le papier, mais j'ai l'impression maintenant que quand un entraîneur fait ça et il vient d'Allemagne, comme en France, il y a peu d'entraîneurs qui ressemblent à ça. Généralement, les entraîneurs français, on dit, sont trop tactiques, ils jouent la défense. Le type, c'est Jésus. Il arrive, Bosz, il a rien gagné ou pas grand-chose, et c'est Dieu le Père. Alors, Vous trouvez qu'on le présente comme Jésus ? Non, mais c'est Dieu le Père comme s'il avait réinventé le football. Moi, je pense je terminerai là-dessus, je pense qu'il était dans un club comme l'Ajax, qui est depuis 70, Cruyff, c'est une formation et c'est des principes de jeu. Donc tous les entraîneurs qui passent, tu les vois courir dans la profondeur, la vitesse. En Allemagne, c'est un championnat. Moi, je comprends pourquoi on a un œil, les entraîneurs. Ils courent tout. Si tu cours pas en Allemagne, t'es mort. Dobraniak me disait, on était applaudis, on prenait 4-0. Un jour, on a fait 5-1, on a mis un but, le stade était debout. Donc, ça court, ça joue, ça marque. Donc, il y a une déflagration pour moi de ces entraîneurs qui arrivent avec, soi-disant, des concepts de jeu plus révolutionnaires par rapport, et on dit que ce sont des monstres. Alors, bien sûr, il y a des réussites. Mais il y a Klopp, Gilles, il y a Turel qui s'est fait... Gilles, on le présente pas comme monstre, on se demande si en fait ça peut convenir à l'OL. Et dernière chose, et je passe la balle à Gilles, c'est Juninho. C'est-à-dire que le gros truc pour moi, où Juninho prend un peu de recul, devient un vrai directeur sportif, il téléphone le recrutement et il vient plus sur le terrain, mais s'il parle aux oreilles des Brésiliens, de Pierre, de Paul, de Jacques derrière l'autre,
ça fonctionnera pas. Alors, pour moi, il faut qu'il se paxe. Gilles, par rapport à Peter Bosz, on imagine que de toute façon, si c'est Peter Bosz, il y aurait eu des entretiens et des échanges avec Juninho. Le profil de Peter Bosz, il vous laisse sceptique également? Non, moi je suis partagé. Je trouve que sa première partie, quand il était à l'Ajax, j'aime bien la formation des entraîneurs quand ils sortent de l'Ajax. Ça, j'aime bien. Je rejoins Eric là-dessus. Ils ont une formation qui date de 50 ou 60 ans. Ils ont un football édulcoré. Moi, ça me convient. Après, il va en Allemagne, il se plante 2 fois. Moi, ce qu'a dit Alexis Sébastien, vous avez suivi la journée des Bleus, entraînement, conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé pour ne rien manquer? Le entraîneur va à Chelsea, arrive à faire courir des mecs, soi-disant ils n'étaient pas en condition. Donc ça prouve qu'il a des qualités, des principes de jeu. Cette équipe joue vite, dans la largeur, la profondeur. Il succède à Lampard, ils étaient à la rue, ils ont un fond de jeu. Il arrive à révéler des joueurs, à remettre tout ça dans l'ordre. Il fait 3e du championnat d'Angleterre. Il est parti parce qu'il est mauvais. Hein. Non, il est parti parce qu'il est mauvais. Non, mais alors, il est parti parce qu'il y avait un problème avec le directeur sportif, il était assis. D'accord, mais si tu penses que tu as un super joueur, un super entraîneur et qui peut la gagner. Enfin, s'il la gagne, parce que s'il la perd, on dira que c'est le loser magnifique de finale. Là, la question c'était de s'il perd, le PSG s'en sortira. Tu as eu des bons arguments, mais moi je peux te dire sincèrement, si on perd le duel, je tombe de la chaise. C'est que, mais pas non. Parce que parce qu'il l'a gagné avec Chelsea, qu'il l'aurait gagné avec Paris, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes clubs, c'est pas les mêmes joueurs. Oui, mais non, mais Dom, c'est pas la question. Mais c'est un cas. Non, parce que tu dis que c'est incroyable, t'es patron. C'est comme en Formule 1, t'aurais le futur champion du monde, tu le vires du baquet au mois de décembre dans ta bagnole. Pas les mêmes effectifs dans un club. Mais oui, mais quand même, tu vires le mec qui va. C'est quand même eux qui prennent la décision de le virer. C'est eux qui n'en veulent plus. Oui. Non, mais ça serait un fait courir Chelsea. Je vais juste te répondre sur une boutade. Faire courir N'Golo Kanté, c'est plus facile que de faire courir Dressler, Paredes et toute la bande du Paris Saint-Germain. Il court tout seul, le mec. Il n'y a pas besoin de personne. Non, mais Kanté, oui. Mais Léon, je peux te dire qu'il court. Et quand je vois Chelsea jouer, et je les ai beaucoup vus jouer, ils sont très dangereux pour City. Le mot de la fin avec vous, Bob. La différence entre Paris et Chelsea, c'est qu'à Chelsea, on le laisse travailler.